Bonjour, Delphine Jaffard, je suis avocate en charge de l'équipe santé au sein de mon cabinet, le cabinet Vattier. Bonjour à tous, Pierre Lesteven, donc médecin spécialisé en médico-économie, en santé publique, conseiller médical de la société Software Médical. Bien, donc ce live pour essayer d'éclaircir la situation d'un sujet très à la mode, à savoir les entrepôts de données. Quand je rencontre des chercheurs, des directeurs d'hôpitaux, des directeurs systèmes d'information, ils se posent tous la question de comment je suis probablement assis sur une mine d'or avec toutes les données dont je dispose, comment je les exploite, qu'est-ce que je vais en faire. Et faute de réponse, le plus souvent, on préserve l'avenir, on va faire des entrepôts de données. On mutualise, on fait des entrepôts de données. Pour quoi faire? Pour la recherche, en général, sans a priori. On verra plus tard. Première attitude. Deuxième attitude, on a affaire par exemple à des startups qui viennent nous voir, qui sous prétexte qu'on héberge des données, on est hébergeur de données de santé, imaginent qu'on a accès à de multitudes de données de santé et considèrent quelquefois l'hébergeur comme un entrepôt de données. Donc je pense qu'il faut aussi éclaircir ce point. Enfin, dernier point, entrepôt de données, c'est probablement une mine d'or, mais comment on extrait les pépites et comment on les valorise. Et c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder sous l'angle juridique. Juridique, ce n'est pas un angle anodin, ça participe à la sécurité et à la fiabilité des traitements qui seront effectués. Donc je remercie Delphine Jaffard, de s'être prêtée à l'exercice. Alors peut-être commencer par préciser ce qu'on entend par entrepôt de données. Oui, alors on parle beaucoup des entrepôts de données de santé. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas un nouvel Eldorado. En tous les cas, de nombreux acteurs de santé considèrent que c'est une opportunité de pouvoir créer un entrepôt de données de santé. Et donc, énormément de projets émergent. Et on pousse à la création des entrepôts de données de santé. Le 17 mars 2022, donc il y a à peine 2 mois, Olivier Véran, ministre de la Santé, annonce donc l'ouverture d'un appel à projet doté de 50 millions d'euros pour accompagner et soutenir la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers. Et je reviendrai sur ce point puisqu'on a un petit peu abordé la finalité des entrepôts de données de santé. Alors quand je disais qu'on pousse à la création de ces entrepôts de données de santé, on y a poussé aussi, et vous en avez sans doute entendu parler parce que ça a fait un petit peu de bruit, le 17 novembre 2021, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a publié un référentiel relatif à la création des entrepôts de données de santé. Ce référentiel, il est révélateur d'énormément de choses sur le contexte dans lequel on exploite les données de santé, sur la culture dans laquelle on s'inscrit. Et un des points de ce référentiel a été notamment de complètement alléger les formalités de création d'entrepôts de données de santé côté public. Et donc on revient au lien avec la recherche. Alors, effectivement, vous avez posé la question, c'est quoi un entrepôt de données de santé? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu un endroit magique d'où va pouvoir sortir beaucoup de choses. Bon, un entrepôt de données de santé, tel que défini par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, c'est une base de données de santé qui est constituée d'un volume important de données, alors notamment des données relatives à la prise en charge médicale du patient, des données socio-démographiques, des données issues de précédentes recherches. Et le point important, et ce qui définit l'entrepôt de santé, c'est que ces données sont destinées à être réutilisées
à plusieurs reprises, principalement, et c'est ce sur quoi vous avez insisté, à des fins d'études, de recherche et d'évaluation dans le domaine de la santé. Donc en fait, un entrepôt de données de santé, c'est une base de données de santé qui répond aux dispositions de l'article 6 du RGPD. Alors attention, toute base de données ne constitue pas un entrepôt de données de santé. Une base de données, c'est une collection de données. Elles sont conçues, les bases de données, de manière à ce que les données soient accessibles. Un entrepôt de données de santé, c'est un type spécial de base de données de santé, spécifiquement construit pour analyser les données. Donc vous voyez, une base, je stocke, je collecte et je stocke de la donnée de santé. Un entrepôt de données de santé, je suis une base, donc je collecte, je stocke, mais j'analyse. Donc, quand je suis hébergeur de données de santé, je stocke, je n'analyse pas. Quand j'ai un entrepôt de données de santé, le seul objectif, c'est de procéder à l'analyse des données de santé. Alors, autrement dit, une base de données, elle est conçue principalement pour enregistrer des données, alors qu'un entrepôt, il est conçu pour analyser la donnée. Alors, la distinction, elle peut être, dans la plupart des cas, facile à opérer, mais vous l'avez souligné, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Donc, le critère, et le seul critère qui est donné par la CNIL, c'est celui de l'analyse de la donnée de santé. On a énormément de centres de stockage de données de santé, point barre. On a de plus en plus d'entrepôts de données de santé qui procèdent à l'analyse des données pour, et c'est peut-être là que vous sentez une déception, pour des projets de recherche, d'évaluation. Raison pour laquelle énormément de ces entrepôts ont été créés par des CHU pour porter l'intégralité de leurs projets de recherche. Parce que, et c'est un autre point important, je peux faire de la recherche sans créer un entrepôt de données de santé. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque je vais faire de la recherche, je vais devoir réaliser des formalités pour un projet précis, ponctuel, qui doit être décrit. L'intérêt de créer l'entrepôt de données de santé, c'est que tous mes projets de recherche vont pouvoir s'inscrire dans cet entrepôt. Je n'ai pas à chaque projet à réattirer la démarche des formalités qui sont imposées pour un projet de recherche médicale. Donc, si on devait synthétiser un entrepôt de santé, c'est quoi? On l'a compris, c'est une base de données qui permet l'analyse de données de santé et qui en fait a pour but essentiel d'offrir un allègement du formalisme dès lors que j'ai vocation à réutiliser l'analyse de ces données dans plusieurs projets. Voilà, donc si je m'arrête à cette définition, la magie est un peu tombée. On n'est pas sur un outil qui permet de déplacer les frontières que l'on souhaiterait déplacer en matière d'exploitation des données de santé. Alors peut-être un petit point, puis on pourra réentamer la discussion. Ce qui est intéressant néanmoins à mon sens, et qu'on sent dans le référentiel qui a été proposé par la CNIL le 17 novembre 2021. Un des gros sujets lorsque je constitue des bases de données et a fortiori un entrepôt de données de santé, c'est qu'il faut que j'aille collecter de la donnée de santé. Et pour collecter la donnée de santé, se pose la question, est-ce que je dois recueillir le consentement de celui à qui je vais capter la donnée ou est-ce que je dois simplement l'informer? Ce débat qui pourrait sembler être un débat de juriste assez ennuyeux comme moi-même, mais en fait pas du tout. C'est tout le cœur du débat s'agissant de l'exploitation des données de santé. Et en France, et en Europe de manière plus générale, on est justement entre les deux. Pourquoi? En Europe, on est marqué profondément par la culture de la protection de la donnée personnelle.
Cette culture, elle s'est traduite juridiquement depuis longtemps. Et j'allais dire, elle a été consacrée de manière synthétique par le RGPD, qui en soi n'était pas une révolution, mais qui en fait constitue l'aboutissement de la consécration de la protection absolue de la donnée personnelle. On est profondément marqué par ça en Europe. Et cette culture, elle peut constituer une forme de frein. Pourquoi? La donnée de santé est-elle, doit-elle être considérée uniquement comme une donnée personnelle? De plus en plus, la réponse qui est apportée est non. Votre donnée, cumulée à votre donnée, cumulée à la vôtre, cumulée à la mienne, cumulée à la vôtre, elle constitue un ensemble. Toute une doctrine considère que cet ensemble peut être qualifié de patrimoine commun au service d'objectifs de santé publique. C'est le cumul de l'ensemble de ces données qui permet de porter ces projets de recherche sur une pathologie donnée et qui me permettra demain à moi de bénéficier d'un diagnostic plus abouti, d'un traitement plus adéquat, parce que, in fine, moi aussi j'ai pu utiliser vos données de santé. Et le difficile équilibre qu'on a du mal à trouver en droit européen et en droit français plus particulièrement, c'est cet équilibre entre la nécessaire protection d'une donnée sensible qui touche à notre intimité et la nécessaire protection des objectifs de santé publique. Et ce qu'on appelle le consentement et l'information, c'est ce qui est au cœur de ce débat. Lorsque j'ai une réflexion uniquement focalisée sur le consentement, lorsque je considère que je dois systématiquement recourir au consentement, je considère que la donnée de santé est strictement personnelle. Lorsque je bascule sur la notion d'information, loyale, sincère et transparente, ce qui, encore une fois, dans un débat juridique qui peut vous paraître ennuyeux, est très proche du consentement, puisque le droit à l'information, c'est celui qui va permettre à celui à qui je donne l'information, le cas échéant, de s'opposer. Je suis informé, je peux m'opposer. Quelle différence avec la notion de consentement? Quand je bascule sur cette notion d'information, j'ouvre la porte au fait que la donnée de santé n'est pas uniquement une donnée personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que s'agissant des entrepôts de données de santé, dans le référentiel qui a été publié le 27 novembre 2021, alors, qui part d'une base restrictive, puisque le référentiel qui permet donc de s'alléger de toute forme de formalisme ne porte que sur un type de projet particulier, ce que je pense que vous n'allez pas apprécier, qui sont les projets publics, c'est-à-dire qui relèvent d'une mission de service public. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des entrepôts de données santé portés par des entreprises privées. Ceux-là seront obligés soit de recourir au consentement, soit de solliciter des autorisations à la CNIL. Pour sortir du formalisme, il faut répondre à une mission de service public. Et je reviens sur la notion d'information. Lorsque justement je suis dans ce processus d'allègement d'informalisme, que je m'inscris dans une mission de service public, la CNIL a bien consacré la notion d'information et non plus celle de consentement. Et donc on sent quand même que ce débat est de plus en plus présent dans les règles, alors soit de droit dur, comme la loi, le règlement, soit de droit mou, comme les référentiels CNIL. Et c'est en ça qu'à mon sens, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que le chemin est entamé et peut-être qu'on va pouvoir se poser un jour la question de la patrimonialisation des données. Delphine, merci beaucoup pour cet exposé qui a le mérite de vraiment clarifier un sujet qui aujourd'hui reste très flou dans l'esprit de beaucoup. Je voudrais tester une hypothèse avec toi. L'articulation entre entrepôt de données et hébergement de données de santé. Bon, on est dans une société qui propose un hébergement certifié.
Et dans l'esprit de beaucoup, je m'aperçois qu'il y a une confusion entre entrepôt de données et hébergement de données. Donc je vais prendre une image, tu vas me dire si elle est juste. Je dirais que l'hébergeur de données, c'est comme un banquier. Il propose un coffre-fort dans lequel vous pouvez déposer vos objets personnels, mais le banquier n'a aucun droit sur ces objets, il ne peut pas y accéder. Il n'y a que vous qui y avez accès. Donc est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que moi, hôpital, je dispose d'outils de requête qui me permettent d'aller extraire les bonnes données de ce coffre-fort pour les mettre à disposition d'un entrepôt de données. Alors, il y a forcément... Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, entrepôt de données de santé et hébergement de données de santé sont deux choses différentes. À savoir que d'un côté, vous l'avez très bien dit, je stocke, de l'autre, j'analyse. Mais il y a forcément un lien entre entrepôt et hébergement, puisque les données que j'analyse, il faut bien qu'elles soient chez un hébergeur certifié. Donc, soit au niveau de l'entrepôt de santé, il a son propre hébergeur certifié, l'hébergeur certifié peut être ailleurs et l'entrepôt peut effectivement s'appuyer sur cet hébergeur certifié. Mais dans tous les cas, je retombe sur l'hébergeur certifié. Voilà. Donc, si j'ai un projet de recherche multicentrique, je vais avoir affaire à différents éditeurs. C'est-à-dire mes données, mes dossiers médicaux vont être hébergés un coup chez nous, un coup chez un concurrent, un coup chez un autre concurrent. Donc ça suppose que si je veux mener mes projets, avoir un entrepôt de données commun, il faut que je puisse extraire de chacun de mes hébergeurs les données pertinentes pour héberger cet entrepôt qui lui serait mutualisé chez un hébergeur de données agréé. C'est ça ? Exactement. En fait, le principe juridique est clair, hein, c'est-à-dire que les données peuvent provenir de multiples endroits. Vous avez parlé de multicentrique. Ensuite, et là ça ne relève plus du tout de ma compétence, le challenge est celui d'un challenge technique, de pouvoir aller chercher les données dans différents centres. Quand je dis centre, c'est au sens non juridique du terme, hein, c'est-à-dire différents pôles où se trouvent les données. Mais en tout cas, au plan juridique et théorique, si je peux me permettre, effectivement, c'est le principe même, en fait. Donc, c'est vrai que ce qu'on constate, et c'est là où vous faites, je pense, le lien, c'est qu'on a beaucoup d'entrepôts de données qui sont unicentrés, en fait, et qui ne sont pas multicentriques. Voilà. Donc en fait, l'idée derrière ça, c'est que ça ne dispense pas les équipes de chercheurs de se mettre autour d'une table pour identifier les données pertinentes pour leur recherche et identifier les entrepôts dans lesquels ils pourraient aller les chercher ou les DPI dans lesquels ils pourraient les chercher. Ce qui suppose que les établissements aient des outils de requête permettant d'extraire les données de ces DPI. Et derrière, effectivement, les équipes de recherche pouvoir valoriser ces données dans le cadre de leur recherche. Et c'est là qu'effectivement, on extrait, je dirais, les pépites de cette mine que constitue l'entrepôt de données. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Sauf que j'insiste, dans le paysage actuel, c'est vrai qu'on fonctionne avec beaucoup d'entrepôts unicentrés. Et donc, par rapport à ce que vous indiquez, on a moins de projets multicentriques. Or, c'est tout l'intérêt de l'exploitation de l'ensemble des données de santé, en fait. D'où l'intérêt stratégique du Health Data Hub. D'où l'intérêt stratégique de Health Data Hub. Alors, Health Data Hub, si on peut en dire un mot, parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans la presse générale. Bien sûr, tous ceux qui évoluent dans le monde de la santé connaissent le Health Data Hub. Mais je dirais que le Health Data Hub a bénéficié d'une publicité particulière sur la question de l'appui sur Microsoft. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'ici, on aborde un sujet qui est un sujet pour les entrepôts de données de santé, qui est la question de la souveraineté numérique. Le débat qu'il y a eu, et il y a eu sur Doctolib avec Amazon, donc on l'a avec Health Data Hub et Microsoft, le dossier a été porté devant une juridiction en référé, une ordonnance a été rendue. Je dirais que la poire a été un peu coupée en deux dans la mesure où on a considéré qu'une première étape pouvait être réalisée
sous réserve de revoir le projet dans un second temps. Mais en tout cas, à la suite de cet épisode, la CNIL, dans son fameux référentiel du 17 novembre 2021, est allée très loin sur la question de la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'elle fait référence au pouvoir, en tout cas pour les entrepôts de données de santé, la garantie qui doit être apportée, qu'ils relèvent exclusivement de juridictions qui sont conformes aux règles de protection visées dans le référentiel, dans le RGPD. Ce qui pose évidemment la question, depuis la position de la Cour de justice de l'Union européenne, des possibles transferts de données vers les États-Unis. Voilà. Donc, le sujet de la souveraineté numérique a été poussé jusqu'à son maximum. La CNIL a repris à son compte la position de la Cour de justice de l'Union européenne et est allée encore plus loin dans la formulation de la préservation du pouvoir des juridictions et des autorités sur les données, ce qui explique le sujet Microsoft, le sujet Amazon. Donc ça, c'est un autre enjeu, évidemment, mais qui rejoint à nouveau le sujet qu'on abordait tout à l'heure, qui est celui de la protection de la donnée. Ouais. Aujourd'hui, on sent quand même une grosse frilosité des acteurs de santé pour confier leurs données à une structure telle que le Health Data Hub. Est-ce qu'on peut les rassurer ? Oui, on peut les rassurer pour les raisons que je viens de vous expliquer. Le sujet a été traité avec un certain nombre de garanties par l'ordonnance de référé du Conseil d'État en 2020. La CNIL a enchaîné avec son référentiel du 27 novembre 2021 en visant d'une certaine manière assez explicitement le Health Data Hub. Donc oui, il faut être rassuré aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a intérêt à multiplier ces entrepôts de données ? C'est une vraie question que vous posez. Voilà. Alors, une autre approche, j'ai pu voir des sociétés spécialisées dans le traitement de données de santé pour de l'industrie pharmaceutique et qui acquièrent ces données de santé à l'étranger, dans la mesure où effectivement le cadre juridique d'exploitation des données de santé en France, en Europe et en France en particulier est encore en mouvance. Et donc on s'aperçoit que ces sociétés exploitent les données issues par exemple des États-Unis. Donc la souveraineté, c'est à sens unique ou c'est... Alors, la souveraineté, effectivement, ce n'est pas une question de sens unique, mais un prestataire de service peut venir sur notre territoire, proposer des solutions avec des bases de données, des algorithmes, intégrant des données qui peuvent venir de plein d'autres territoires. L'information doit être claire, je dois savoir effectivement les données qui ont été utilisées pour permettre la solution qui est proposée. La question de la souveraineté numérique, c'est je me place du point de vue, nous, en Europe, de protéger les données des ressortissants européens et qu'ils ne soient pas exploités sous d'autres règles juridiques que les nôtres. Le sujet que vous proposez, c'est qu'on vient nous proposer des solutions avec des données qui ne sont pas celles d'Européens, qui relèvent le cas échéant de cadres juridiques différents, mais qui proposent une solution. Donc ça peut être une solution chinoise, une solution relevant du continent asiatique, voire du continent américain. Et on a un certain nombre, le marché évidemment il est mondial, mais donc vous voyez la différence celle-ci. Nous, on ne s'intéresse pas à la protection des données de nos non-ressortissants, on s'intéresse à la protection des données de nos ressortissants. Alors, ce à quoi certains industriels du secteur répondent, mais on se tire une balle dans le pied dans la concurrence mondiale, dans la mesure où on n'aura jamais les volumes que par exemple peuvent avoir des GAFA. Alors, je pense qu'on revient au débat un petit peu ouvert tout à l'heure. C'est le difficile équilibre à trouver entre
une protection de données dites sensibles, et qui sont qualifiées comme telles en droit européen, la donnée de santé, et le développement de solutions au service de projets de santé publique. On peut considérer qu'incontestablement, la crise sanitaire qu'on a traversée, la pandémie à laquelle on a dû faire face, a permis d'accélérer la réflexion juridique et ce que je vous disais, le basculement des notions de consentement aux notions d'information pour accélérer le développement de l'exploitation des bases de données. Moi, je vous disais tout à l'heure qu'on n'est pas encore au milieu du chemin. On a quitté la zone de protection absolue, on avance, mais on n'a pas encore franchi toutes les étapes. Je vais prendre un exemple. On travaille sur une maladie rare. Si je veux avoir suffisamment de données, il me faut un périmètre de collecte suffisant. Donc ça veut dire un projet multicentrique probablement qui dépasse les frontières européennes. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? La notion, alors on vise effectivement le cadre européen, mais dans la question de la souveraineté juridique, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais des États-Unis, ce qu'on va regarder, vous pouvez être sur des projets trans-européens, la question est de savoir si les règles applicables au-delà de ce cadre sont compatibles avec nos règles. La position qu'a eu la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant des États-Unis, ça a été donc la décision importante qui a été prise, c'est de considérer que ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'en fait on a un sujet. Mais vous avez d'autres zones où il peut ne pas y avoir de sujet. À chaque fois, la question qui se posera, c'est l'analyse en fait de ce cadre juridique relatif à l'exploitation de la donnée. Et est-ce qu'effectivement, si je le mets à côté d'une autre, si je le mets à côté de l'Europe, est-ce qu'effectivement la Cour appréciera que c'est compatible ou pas? Donc le principe est qu'il n'y a pas d'interdiction de projet transfrontalier, mais je vais être obligée de m'inscrire dans des zones qui sont compatibles avec mon cadre. Ce qui, au regard de la jurisprudence de la CJUE, exclut les États-Unis. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, il faut vraiment distinguer le droit lié à l'entrepôt de données de l'usage qu'on veut faire de ces données. Oui. C'est-à-dire qu'on a un droit, pardon, on a un droit qui encadre l'entrepôt de données qui est bien européen. Par contre, à viser traitement-exploitation. Par contre, si on veut faire des exploitations qui dépassent le cadre européen, c'est un autre droit, c'est une autre analyse juridique qui s'applique. Non, en fait, on va retomber sur les règles. Vous avez parlé de l'usage de la donnée de santé. En fait, ça, c'est mon cadre de base. Par-dessus, je pourrais rajouter de l'hébergement, de l'entrepôt. Voilà. Mais mon cadre de base, c'est quel est l'usage que je fais de la donnée de santé. En droit, en fait, c'est la seule chose qui nous intéresse. Si je peux m'exprimer ainsi. En fait, la donnée en soi, en droit, ne nous intéresse pas. D'ailleurs, on ne la voit pas en tant que telle. Par contre, c'est son usage qui va définir le cadre juridique qu'on lui applique. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, vous voulez juste la stocker, c'est une base. Vous voulez l'analyser, vous allez être dans un entrepôt. Vous avez un projet précis, ça s'inscrit dans un projet de recherche. L'usage, c'est le guide qui va permettre d'identifier le cadre juridique applicable. Bien, ça me permet de bien clarifier dans ma tête un peu tous ces concepts qui, a priori, ne sont pas toujours évidents quand j'en parle soit avec des chercheurs, soit avec des DSI. Effectivement, il y a un flou et je trouve que votre exposé nous précise vraiment bien les notions, base de données, entrepôt, et vraiment ce qui domine le sujet, c'est l'usage des données. En fait, et là c'est l'avocate juriste qui parle, nous la seule chose qui nous intéresse dans un projet, c'est la finalité de l'utilisation de la donnée de santé. C'est celle-ci qui va qualifier. Alors il y a un autre sujet à mon sens qui rejoint la question, je ne sais pas si elle est essentielle, mais en tout cas elle est là comme une épée de Damoclès, qui est la patrimonialisation.
La question de la propriété de la donnée de santé. La donnée de santé, elle appartient à personne, si je peux m'exprimer ainsi, de façon grossière. On dit que c'est une donnée personnelle, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle m'appartient. Le fait qu'il n'y ait pas cette propriété, il n'y a donc pas de patrimonialisation. C'est une donnée qui est incessible, c'est en ça qu'elle est protégée. Je ne peux pas, moi, vous la donner en la valorisant. Si on ouvre les yeux, qu'on n'est pas aveugle, on constatera tous, sur le territoire, en Europe, qu'il y a de la valorisation de la donnée de santé. On voit bien qu'il y a un certain nombre de projets, notamment par exemple des acteurs hospitaliers, qui sont approchés par des acteurs privés, qui vont proposer en échange de l'utilisation de données, le renforcement de l'équipe informatique de l'établissement, la mise à disposition de formations exclusives. Ça, c'est de la valorisation. C'est un sujet qui, aujourd'hui, est fermé au plan juridique, c'est-à-dire que l'affirmation juridique et la non-patrimonialisation de la donnée. Et moi, j'ai toujours ce regard en tant qu'avocate. C'est-à-dire qu'on constate un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'on affirme un principe et puis on laisse faire ce qui est en dehors du principe? Ou est-ce qu'on lance une réflexion pour trouver un équilibre, toujours la même chose, entre des principes qui sont nécessaires, c'est-à-dire une ultra-patrimonialisation de la donnée serait extrêmement dangereuse. Et là, je vous renvoie à la question de la patrimonialisation du corps humain. Et c'est bien pour ça qu'on a une protection extrêmement importante en droit français et droit européen, pour éviter ce qu'on peut constater sur d'autres continents. Et néanmoins, toujours la même chose, cette absence totale de patrimonialisation, est-ce qu'elle ne freine pas un certain nombre de projets au service d'objectifs de santé publique? Voilà. Donc c'est toujours la recherche de cet équilibre. Et je pense que c'est un sujet entre chercheurs. Pour avoir vécu une expérience où un traitement de données était extrêmement prometteur, mais on n'arrive pas à sortir les conclusions dans la mesure où il y a une bagarre sur à qui appartiennent ces données. Est-ce que c'est à l'établissement? Est-ce que c'est aux chercheurs qui les a collectés? Est-ce que c'est à la fédération des établissements? Et en fait, on a effectivement fait à titre expérimental le traitement de données qui est extrêmement pertinent en termes de résultats, mais qu'on ne peut pas publier pour des questions de patrimonialité. Oui, et pour des questions, et c'est là où des personnes comme moi peuvent avoir un rôle, oui, quel est l'intérêt parfois de faire appel aux avocats dans un certain nombre de projets. Le cas que vous citez, c'est qu'il faut anticiper dès le début du projet quelles sont les utilisations respectives qui vont pouvoir être faites à partir d'une base de données identifiée. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de propriété, je vais m'exprimer, c'est un peu grossier ce que je dis au plan juridique, il n'y a pas de propriété prédéfinie, ou définie par principe. Lorsque vous construisez un projet à plusieurs, il faut cadrer en fait le projet entre l'ensemble des acteurs. Et j'allais dire, c'est notre seule utilité, nous, avocats, de permettre justement de contractualiser un certain nombre de choses pour permettre à chacun d'avancer dans le projet et de permettre l'exploitation. Et l'exemple que vous donnez, il y en a plein. Oui, mais alors il faut anticiper la difficulté. Dans l'exemple que je donne, c'est que ces chercheurs avaient collecté les données depuis une vingtaine d'années, sans imaginer l'usage qu'on pourrait en faire. Et c'est aujourd'hui que les technologies bien sûr permettent de trouver de nouvelles applications. Donc, Mais je vais vous faire un parallèle qui est vraiment un parallèle hyper grossier. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous la rencontrez à 18 ans, c'est merveilleux, vous n'imaginez pas ce que va être le reste de cette vie. Si vous ne faites pas de contrat avec cette personne, le jour où les projets ne vont pas être les mêmes, ça va être compliqué. Ces chercheurs, au début, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer effectivement dans 20 ans.
Mais vous pouvez écrire un certain nombre de principes qui éviteront que dans 20 ans, on se retrouve bloqué, on ne puisse pas le faire. Alors je ne vous dis pas que quand vous vous mariez, il faut systématiquement faire un contrat avec votre conjoint. Mais le parallèle, c'est de dire qu'il ne s'agit pas à ce moment-là d'avoir des phénomènes de défiance à l'égard des partenaires, parce que c'est souvent vécu comme ça, en se disant mais on verra bien comment ça évolue. Non, on ne verra pas bien comment ça évolue, on va poser des règles ensemble pour pouvoir évoluer ensemble. C'est une autre façon de construire de manière commune un projet. Et je vous dis, c'est un des rares intérêts de ma profession que de pouvoir sécuriser justement dans l'avenir le développement de projets. Bien, bah écoutez, je pense que ces précisions sont quand même très utiles pour ceux qui nous ont entendus. Je pense que c'est un sujet complexe que vous avez su rendre pratiquement limpide. Au moins on sait où on en est, vers quoi on tend. On identifie les précautions à prendre. On a gagné, je pense, en précision du vocabulaire. Est-ce que certains souhaitent intervenir ? Vous avez été d'une clarté remarquable. Merci beaucoup. Et je vous en remercie infiniment. Avec et je plaisir. crois que ce sera bien utile pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Delphine. Merci, puis à très bientôt pour l'évolution de ces projets. À bientôt.